Bonjour Pierre, Bonjour. tu travailles dans la finance, nous sommes amis et pour des raisons de discrétion, ton visage va être flouté toute la vidéo. On parle à l'heure actuelle beaucoup du coronavirus et de cette épidémie, cette pandémie pratiquement qui sévit en Europe. On en parle beaucoup du point de vue médical, mais j'aimerais aujourd'hui que tu nous en parles d'un point de vue de la société et de l'économie. On apprend que depuis la mi-février, le coronavirus a déjà fait perdre 23 000 milliards de dollars au marché. La Chine est durement frappée. Sa production industrielle a chuté de 13,5%, les ventes au détail ont reculé de plus de 20% et les investissements ont dégringolé de 24%, soit 6 fois plus que prévu. L'auteur évoque les milliers de milliards dépensés par des gouvernements désespérés afin de tenter de sauver le secteur économique. Mais dit-il, personne ne peut être certain que ces remèdes seront efficaces. D'où ma question. Quels sont les risques de cette pandémie? Quels risques cette pandémie fait-elle courir à nos sociétés? Parce que moi j'ai toujours dit que le seul espoir de changement viendrait d'une catastrophe j'ai toujours dit, qui est imprévisible, qui peut être écologique, économique, bref, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Que penses-tu du coronavirus? Est-ce que cela peut affecter gravement nos sociétés? Alors en préambule, je dirais que les prévisions économiques ou politiques sont réputées pour être imprécises et donc tout ce que je vais dire reflète mon analyse qui est alimentée évidemment par les discussions que j'ai dans mon milieu professionnel. Comme tu viens de le souligner, je travaille dans la finance. Alors pour replacer les choses dans leur contexte, je repars de la réalité médicale qui elle-même est incertaine. Le gouvernement britannique vient d'évaluer la fourchette du nombre de morts entre 20 000 à venir, ce qui serait un succès s'ils ont bien géré la crise du coronavirus, jusqu'à 250 000 personnes. Pour replacer les ordres de grandeur, 20 000, c'est à peu près 10 fois plus que le nombre de tués sur la route au Royaume-Uni, et c'est comparable au nombre de morts de la grippe, alors que 250 000, il s'agit évidemment de beaucoup plus de gens, plus de 10 fois plus. La crainte du coronavirus n'est pas totalement irrationnelle. Encore une fois, il y a du flou, il y a un certain nombre de gens, y compris dans la finance, qui pensent que ce n'est que la grippe, rien de plus, et que c'est juste une panique irrationnelle des acteurs économiques. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'il faut prendre les choses très au sérieux. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à pencher plutôt du deuxième côté. La pandémie du coronavirus n'était évidemment pas attendue. Ce genre de pandémie, néanmoins, était envisagé par les personnes qui s'occupent de mettre en place des politiques économiques au niveau gouvernemental et dans les différentes institutions de la finance et de l'économie internationale. C'est si vrai ce que tu dis qu'en 2015, Bill Gates avait tiré la sonnette d'alarme. Le monde, disait-il, était davantage menacé par une pandémie d'origine virale que par une guerre économique. Écoute ce qu'il déclarait. Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe globale ne ressemble pas à cela, mais en revanche à cela. Si dans les prochaines décades, une chose doit tuer plus de 10 millions de personnes, ce sera plus probablement un virus très infectieux qu'une guerre. Pas des missiles, mais des microbes. À ceux qui crieront au complot, je répondrai qu'un complot ne s'annonce pas publiquement 5 ans à l'avance. À cet argument, j'ajoute une anecdote personnelle. Mon oncle, décédé cet été, qui était dans la recherche sur les maladies virales, et notamment qui est l'auteur d'un livre, disait dès la fin des années 1990 qu'on s'attendait pour les années 2000 à une pandémie. Et il s'était même prévu qu'elle viendrait de la Chine, ou au moins de l'Asie. Il avait cru qu'avec le H1N1, ce serait la pandémie attendue, ça ne l'a pas été, mais il répétait qu'une pandémie était inévitable à court terme. Donc ça ne m'étonne pas que les acteurs économiques aient eux aussi anticipé cette pandémie. Tout à fait. C'est un scénario catastrophe, évidemment, qu'on est
peut-être en train de vivre. Encore une fois, il est difficile de prévoir exactement le déroulement des choses. Mais donc, un des scénarios possibles, c'est une pandémie s'étendant de la Chine à toute la planète, et où les chaînes d'approvisionnement, venant de Chine particulièrement, sont interrompues par une maladie qui est incontrôlée. Mais alors, on dit à l'heure actuelle que les chiffres en Chine se stabilisent. Oui, alors je ne travaille pas à l'Organisation mondiale de la santé. Je ne peux pas dire quelle est la réalité des chiffres chinois. Il est possible que la Chine ne joue pas franc jeu, qu'elle ne soit pas totalement transparente. Il est possible aussi qu'ils aient effectivement contrôlé l'épidémie. L'avenir le dira. Ce qui semble pour l'instant, c'est que l'épidémie, ou la pandémie, n'est pas du tout contrôlée en Europe. Si on regarde par exemple la vitesse à laquelle elle se développe en Italie, qui est un pays beaucoup plus petit que la Chine, il semble qu'en Europe, on est parti pour avoir beaucoup plus de cas et de décès. Sans doute parce que en Europe, on ne prend pas des mesures coercitives comme ils ont, semble-t-il, prises en Chine. Ah oui, tout à fait. La Chine dispose, en tant que régime autoritaire, dispose de plus d'outils que n'en ont les pays occidentaux, où il est beaucoup plus difficile de restreindre les libertés individuelles, sur lesquelles les régimes actuels se sont fondés. Il est difficile pour eux maintenant de dire couvre-feu et de recourir à des mesures coercitives. C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, en termes économiques, cette pandémie, en fait, elle a eu lieu effectivement, pour l'instant, en deux étapes. Il y a une première étape, pour en revenir à la Chine, c'est un moment où on ne savait pas si le virus serait contenu ou pas en Asie. Et où d'ailleurs les transports ont été assez peu restreints. Il n'y a pas eu d'interdiction de vol dans les aéroports, ni londoniens, ni parisiens, ni américains. Lors de cette première phase, les différentes craintes pour l'économie mondiale, qui étaient déjà bien réelles, portaient d'une part sur la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Je rappelle que la Chine fabrique énormément de marchandises ou de pièces détachées pour des produits qui sont ensuite assemblés ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Et donc, si la Chine s'arrêtait d'approvisionner l'économie, il y avait un sérieux problème. Un risque de collapsus. Voilà. Mais il paraît que les usines en Chine se sont arrêtées. Les usines en Chine se sont arrêtées. Le président Xi Jinping a remis tout le monde au travail tout début mars. Mais jusque-là, effectivement, la loi chinoise était très prudente. Il n'était pas question que des gens travaillent, par exemple, sans protection. Et donc, en pratique, beaucoup d'entreprises ont dû cesser leur activité pendant cette période. Mais alors, peut-on estimer que maintenant que la Chine est repartie, le risque de rupture de chaîne d'approvisionnement est écarté? Alors, il y aura de toute façon un gap, parce que il y a eu toute une période pendant laquelle la Chine tournait au ralenti. En particulier, les cargos, les grands cargos conteneurs qui approvisionnent le reste du monde de marchandises chinoises n'étaient tout simplement pas chargés et n'ont pas voyagé. Et donc, il y a de toute façon un problème de chaîne. Ça représentait déjà un risque de récession pour beaucoup d'économistes, mais on est largement au-delà de ce stade maintenant, puisque le virus, lui, n'est pas contenu et il ne s'est pas arrêté à la Chine. Mais ne peut-on pas considérer que l'Europe avait des réserves suffisantes pour faire face à ce gap, à cette rupture temporaire? Bien sûr, il y avait des stocks dans le monde occidental. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que ce gap dans la chaîne d'approvisionnement représentait déjà un risque de récession. Ah, et donc, mais alors, est-ce qu'on vit cette récession maintenant ou pas encore? Pas encore, je suppose. Non, pour l'instant, la récession est prévue, mais on ne la voit pas encore de façon tangible. On commence à la voir de façon tangible, et je dirais que c'est beaucoup plus spectaculaire à cause de la deuxième phase. Ah. Donc la deuxième phase, c'est la sortie du virus de la zone asiatique, et donc l'entrée dans une phase d'expansion qui n'est pas sous contrôle, ou en tout cas certainement ce n'est pas contenu. Aujourd'hui, la stratégie est plutôt de retarder le pic d'expansion du virus plutôt que de contenir ce virus. Tu parles de la stratégie en Europe.
La stratégie en Europe, je pense qu'il s'agit aussi de la stratégie américaine, même si ce n'est pas encore dit officiellement, je pense que ce sera cette stratégie-là. C'est-à-dire que là, on considère que le virus va se répandre et ce que l'on veut, c'est maîtriser, en gros, quand il va se répandre, c'est ça? On cherche à maîtriser le pic de cas d'hospitalisation. Plutôt que d'avoir beaucoup d'hospitalisations à court terme, et déborder les hôpitaux, on préfère que le virus se propage, il se propagera de toute façon, mais on préfère retarder sa vitesse de propagation de telle manière qu'au moment où il y aura un pic de cas, ce pic ne soit pas très élevé. Ah oui, ce pic, on veut qu'il soit le plus réparti possible dans le temps. Exactement, on cherche à aplanir la distribution du nombre de cas dans le temps. Voilà, c'est pour ça qu'en Angleterre, ils disent, si vous êtes atteint par le virus, n'allez pas à l'hôpital, restez chez vous et n'y allez que si les symptômes s'aggravent. C'est ça. Exactement. Ils veulent éviter les hospitalisations. Exactement. Ils savent que si l'on se retrouve avec un pic trop élevé, il n'y aura tout simplement pas assez de lits dans des unités de soins intensifs pour sauver tout le monde, et donc il y aura beaucoup plus de morts. D'accord. Oui. Et alors, économiquement, qu'est-ce qui peut arriver finalement maintenant? C'est à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, les deux étant d'ailleurs liés. Ce qu'on voit dans cette deuxième phase d'expansion dans le monde occidental, on voit différentes problématiques. Par exemple, est-ce que la solidarité entre pays européens va souffrir ou non? Va-t-elle se révéler ou au contraire va-t-elle prouver qu'elle n'est qu'un discours de façade? Par exemple, il faut savoir que l'Allemagne a refusé l'exportation de masques vers l'Italie, et d'une manière générale... De masques de protection. Oui, de masques de protection qui auraient été très utiles pour contenir l'épidémie en Italie en particulier. Donc il y a un cas flagrant de manque de solidarité européenne. C'est l'un des signes effectivement du manque de solidarité. On pourrait aussi citer par exemple la fermeture unilatérale des frontières. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner ou d'approuver le fait de le faire, mais de pointer du doigt le fait que ça contredit l'idéologie dominante de solidarité et de supranationalité. Oui, parce que ça s'est fait finalement sans qu'aucune instance supranationale ne puisse le décider ou l'interdire. Les pays ont dit on ferme nos frontières, point final. Exactement, on est revenu dans une situation nationale. Et c'est vrai aussi sur les stratégies face au virus. Étant donné que chaque pays en Europe a une situation différente en termes de capacité hospitalière, en termes d'outils sanitaires, eh bien chaque pays a adopté sa propre stratégie. Et on est revenu à une logique nationale. Ah oui, donc ça confirme encore qu'en cas de crise, tout ce système internationaliste mondialiste s'effondre naturellement. En effet, et je soulignerai le fait que dans l'avant-dernier discours du président Macron, il a évidemment cité l'Europe et il a dit que la lutte contre le coronavirus ne pouvait se faire qu'au niveau européen. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera. Et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. C'est normal, c'est son idéologie. Et néanmoins, dans le même discours, de façon totalement contradictoire, il a rappelé les Français à faire nation. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables
de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs. Ce sont ses propres mots. Et il a appelé à leur conscience nationale pour suivre les consignes données par le président de la République, c'est-à-dire pas par quelqu'un de la Commission européenne, mais bien par le président de la République française, à des Français parce qu'ils sont français. Oui, donc ça confirme encore une fois que voilà, en cas de crise, c'est le nationalisme, c'est-à-dire les choses naturelles, qui s'imposent naturellement. Je note d'ailleurs que la revue britannique The Economist dresse le même constat. Elle souligne que depuis la crise du coronavirus, le sempiternel refrain « Plus d'Europe » a cédé la place au slogan « Moins d'Europe ». On lit que face à la pandémie, la nouvelle stratégie consiste à écarter l'Union européenne du chemin emprunté par les gouvernements nationaux. Les règles fiscales ont été abandonnées sans heurts, autorisant les gouvernements nationaux à dépenser des sommes considérables pour pallier la crise. Autre signe du recul de l'Europe, l'émission plus libre du papier-monnaie afin de permettre au commerce de fonctionner. L'auteur écrit « D'un certain côté, le Covid-19 torpille la logique du plus d'Europe. Cette logique reposait sur la croyance selon laquelle un corps comme l'Union européenne est le seul moyen de survivre dans un monde globalisé. En comparaison, l'État-nation méprisable, développé pour sortir du misérable état de nature de Hobbes, paraît dépassé et presque grossier. Toutefois, une pandémie est un relent désagréable de ce passé répugnant. L'Union européenne devait se mesurer à un monde postmoderne où les frontières s'effaçaient et les marchés commandaient. Les pandémies sont un problème prémoderne, résolu au mieux par l'outil qui a apporté de l'ordre dans un monde de brutes, l'État moderne. Après tout, assurer la sécurité des gens reste la première fonction de l'État. D'après les traités européens, la santé relève de la compétence des gouvernements nationaux. En effet, je partage complètement cet avis. Alors ensuite, toujours dans cette phase qui est la phase actuelle, il y a une rupture de l'économie autour de nous. Alors des commerces ou des petites entreprises ferment déjà en France, au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique a demandé aux Anglais de ne plus aller au pub et au restaurant. Alors, quand on connaît l'affection des Britanniques pour le pub, en particulier, qui est une institution nationale, c'est un gros sacrifice qu'ils leur demandent. Suivant la tradition britannique, pas de coercition, en tout cas pas pour l'instant. Il appelle à la discipline des gens, et effectivement, le peuple britannique est en général assez discipliné de ce point de vue-là. Et les fréquentations des pubs ont descendu en flèche. C'est évidemment un énorme problème pour le tissu économique, pour tous les commerces de proximité, les services de proximité. Oui, j'ai lu qu'on estimait à plus de 7 000 milliards de dollars les aides qu'il faudrait apporter à l'Amérique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, ce qui représenterait en moyenne 23% de leur PIB. La menace est si grande qu'en Angleterre, le ministre des Finances, ou plus exactement le chancelier de l'Échiquier, a proposé un certain nombre de mesures qui pèsent à peu près de 10 à 15% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce que la nation produit sur une année. Il y a des mesures pour sauver l'économie pour sauver en particulier les acteurs économiques. Cela inclut beaucoup de petites entreprises, mais aussi des institutions financières. En fait, le but est que le trou d'air que va rencontrer l'économie, puisque pendant un certain nombre de mois, les gens vont vivre de façon isolée, il s'agit de combler ce trou en permettant au business de ne pas payer certaines taxes temporairement, de ne pas payer, pour les particuliers, de ne pas payer leurs prêts immobiliers. Donc c'est ce qu'ils ont fait également en Italie. Et un certain nombre de mesures pour permettre aux gens de faire face au manque à gagner qui ne leur permet plus de payer leurs factures. Voilà. L'économie doit survivre pendant ce moment jusqu'à ce que le virus étant passé, les choses puissent reprendre normalement. Alors la question que tout le monde se pose, et moi le premier qui ne suis pas spécialiste, c'est va-t-elle surmonter cette crise ou est-ce qu'il y aura, pas forcément un effondrement, mais au moins des séquelles graves?
Alors, clairement, la crise est révélatrice d'un certain nombre de choses. On voit, par exemple, les achats en grande quantité de produits de première nécessité, de manière d'ailleurs totalement irrationnelle par rapport à la nature du virus, notamment le papier toilette. Oui, le papier toilette, ça n'a absolument rien à voir avec la maladie du coronavirus. Alors comment c'est arrivé cela? C'est tout simplement un mouvement de moutons de panurge. Les premiers à avoir acheté en masse le papier toilette sont les Asiatiques. Il y a même eu des cambriolages pour du papier toilette à Hong Kong. Et ensuite, les Australiens ont fait la même chose. Et de nouveau, en Europe, on voit les rayons de papier toilette. Donc ça, c'est un comportement complètement irrationnel. Les gens ne savent pas quelle est la nature de cette catastrophe. Les experts eux-mêmes ne sont pas sûrs de l'issue en termes du nombre de morts. Les experts économiques n'en ont aucune idée. Ils sont complètement déboussolés parce que ça revient à mettre en cause tous leurs principes idéologiques. Donc évidemment, dans une situation de panique, on en revient à des réactions primaires. Et là, les gens achètent la nourriture et les produits de première nécessité comme s'ils allaient être isolés pendant des mois et des mois. Ah oui. Donc on en revient quand même, mine de rien, à toujours la même chose. En cas de situation de crise, même si ça peut prendre des aspects irrationnels, il y a toujours un retour, on pourrait dire, à la nature, même si ce retour est un peu biaisé ou va dans une mauvaise direction. Ouais, je ne sais pas si ça va dans la mauvaise direction. Personnellement, je pense que ça peut apporter même des réactions contraires à l'idéologie dominante. C'est-à-dire alors, évidemment, je ne me place pas dans ce camp-là, mais le libéralisme, aussi bien sur le plan politique qu'économique, est attaqué par cette crise du coronavirus. Et alors, je verrai les différents points sur lesquels il est attaqué. Alors, sur le plan politique, évidemment, pour nous qui vivons en Europe et qui sommes particulièrement concernés par l'Union européenne, la libre circulation des personnes. Donc, ah oui, ça, complètement attaqué là. Effectivement, la zone de Schengen n'existe plus aujourd'hui. Là encore, la revue The Economist le souligne nettement. Parlant des fermetures des frontières, elle écrit « Ces mesures contredisent l'esprit, sinon la lettre, de la zone de Schengen établie par l'Union européenne. Un cliché montre un policier qui garde une frontière. La légende porte la fin d'un rêve. Fini donc la libre circulation des personnes. » On voit bien qu'en cas de crise, c'est quelque chose qui s'évapore. Oui, voilà, ça s'évapore, oui, oui. Autre pilier du libéralisme politique, c'est l'effacement des États-nations. L'État-nation est considéré comme une notion xénophobe, raciste, etc. Enfin, oui, un empêcheur de tourner en rond. Tous les maux de la terre lui sont affublés. Et effectivement, lorsqu'il s'agit d'une situation grave, ce n'est pas vers la Commission européenne qu'on se tourne, c'est vers son État, son gouvernement. Et on ferme les frontières. Et on revient à l'État-nation, exactement. De la même manière, à mon avis, ce qui va être mis à mal, c'est la suprématie des juridictions supranationales, la Cour européenne de justice, le tribunal de commerce international, l'Organisation mondiale du commerce, plus exactement. Toutes ces choses-là n'ont de pouvoir que si les gens y consentent et que si les gouvernements y consentent. Lorsqu'on est dans un cas de crise grave, bien évidemment, ces choses-là passent à la trappe. Et si effectivement les choses dégénèrent, ce sont des institutions qui seront durablement affaiblies, voire qui disparaîtront. Sur le plan économique, évidemment, on a vu que la globalisation nous a rendus très vulnérables aux chaînes d'approvisionnement. Quand on fait venir des marchandises de Chine, des haricots du Kenya, et qu'on prétend ne plus faire que du service dans nos pays, on voit qu'on est à la merci du moindre virus ou de la moindre rupture de la chaîne logistique, et que donc, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il y a des gens dans des journaux à grande diffusion, très sérieux, qui disent que c'est probablement l'occasion pour faire renaître plus exactement une industrie, éventuellement avec de la robotisation. Oui, il y aurait une renaissance oui. de l'industrie qui pourrait provoquer peut-être même une renaissance du tissu social. Oui, en tout cas, on abandonne la religion du globalisme. Et du libre-échangisme mondial.
Et autre point, de nouveau, qui nous concerne particulièrement, nous, Européens, c'est la zone euro, évidemment. La zone euro, avec une monnaie unique et des situations très disparates, certains pays fragilisés en réalité par l'euro. Tout le monde se souvient de la Grèce, mais la Grèce, c'était un petit pays dans la zone euro. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui est en première loge. Nul ne sait ce qui va advenir de l'Espagne. On a l'impression qu'on revit la crise de 2011-2012, en pire. Et que faudra-t-il faire pour sauver l'Italie? Alors, un ancien expert du FMI estimait qu'il fallait tout de suite 700 milliards pour sauver l'Italie. C'est plus de 2 fois plus que ce que le chancelier de l'échiquier anglais promet de sortir pour sauver l'Angleterre. Qui va payer pour l'Italie? Certainement pas les Italiens. Est-ce que les Allemands vont mettre la main à la poche? C'est pas du tout dans leur mentalité. Donc, Donc l'euro est au moins à l'heure actuelle mis en danger. il est clairement mis en danger. Mis en danger par cette pandémie. Oui. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un virus spécifiquement. Ça aurait pu être une autre cause, mais on voit la faiblesse de la construction de la monnaie unique. C'est ça, on la voit face aux événements, en gros, je dirais, naturels. Et alors, enfin, autre gros problème pour le libéralisme économique, c'est que pour faire face au virus, nous en sommes à prôner l'interventionnisme des gouvernements. Il n'est plus question de laisser les marchés faire, les gouvernements doivent agir pour sauver la mise. Et là aussi, c'est complètement à l'encontre de l'idéologie libérale. Le discours d'Emmanuel Macron ce 12 mars l'illustre parfaitement. Le président dit que la réaction devra se faire indépendamment des marchés au niveau de l'Europe. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Mais lorsqu'il parle de l'Europe, il parle des gouvernements européens. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. Bref, c'est au gouvernement des nations qu'il en appelle, pas aux instances européennes, et sans se soucier des marchés. Donc le virus a été un énorme pavé dans la mare pour le libéralisme dominant. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué, moi j'ai eu notamment une de mes élèves qui m'a dit qu'il était scandaleux qu'en Angleterre on ne prenne pas des mesures plus coercitives. Alors que les jeunes sont toujours à tenir des discours, liberté, pas d'interventionnisme, mais là elle disait que c'était scandaleux. Et j'ai 2 familles qui sont revenues en France au motif que, bien, en Angleterre, c'était moins sûr, puisqu'il n'y avait pas de coercition. Donc on voit bien qu'il y a en effet un retour dans une demande de gouvernement fort, quoi. Oui. En fait, on peut dire que les épreuves font ressortir les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, est-ce que la liberté est forcément la valeur sacro-sainte? Bien sûr, lorsque tout va bien, tout le monde préfère plus de liberté. Qui préférerait moins de liberté lorsque tout va bien? Mais lorsqu'il y a des épreuves, eh bien, tout le monde change de point de vue. Ou en tout cas, un certain nombre de gens changent de point de vue. C'est si vrai que la revue The Economist écrit « Effrayés, les gouvernements s'empressent d'imposer des contrôles qui auraient été impensables quelques semaines auparavant seulement. » Preuve que la majorité a très vite changé d'état d'esprit. À mon avis, la question c'est, bien sûr ce virus n'est que passager. J'en suis persuadé. Il va laisser certainement des dégâts. La question, est-ce que cet événement étincelle a de la résonance? Si on reprend la situation française, est-ce que ceci qui arrive après la crise des Gilets jaunes et qui arrive après un certain nombre de signes qu'il y a un profond mal-être dans la société française, qui a une impression de délitement, eh bien, l'avenir le dira. J'ai tendance à penser que ce genre d'événement
peut-être la dernière goutte d'eau pour que l'on procède à un complet changement de système. Oui, alors il paraît que des gens prévoient des changements de régime. Oui. Est-ce que les acteurs économiques, même s'ils ne sont pas des politologues, ont-ils leur mot à dire Ils ont certainement leur opinion, ils se trompent comme tout le monde. Si on pouvait prévoir l'avenir, ça serait vraiment magnifique. Il n'y aurait pas de crise économique. Exactement, mais effectivement, on voit bien qu'un certain nombre de pays ont des régimes qui sont fragilisés, et pas seulement dans les pays où il y a des dictatures, mais aussi en Occident. Pour moi, l'ère Trump, quoi que l'on pense du personnage, est déjà révélatrice de l'état de décomposition de la politique américaine. On peut très bien imaginer que le coronavirus, si la crise économique est suffisamment profonde, et sans même forcément toucher spécialement les États-Unis, il y a toutes les chances que le virus se développe aux États-Unis, mais même sans cela, dans un système qui est déjà explosif et où les gens ne se parlent plus, s'ils n'ont pas... Enfin, il y a une radicalisation de part et d'autre dans le système américain. Dieu sait à quoi ça peut nous mener. Et en Europe, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en Europe, en plus, nous avons fait une construction comme l'Union européenne qui n'a pas de réalité ethnographique. Donc, voilà, je pense qu'on est dans une grande incertitude. Et par ailleurs, il est possible aussi qu'on se retrouve dans des situations durables qui soient difficiles à vivre. Et imaginons que certaines parties du monde échappent au coronavirus, ou en tout cas les contrôler suffisamment pour ne pas vouloir que des étrangers importent le coronavirus. Eh bien, on peut très bien se retrouver avec un monde où le libéralisme est mort de façon durable. Parce que vous ne pourrez plus aller, je ne sais pas moi, au Japon par exemple, où l'épidémie semble maîtrisée, il serait très étonnant que les Européens puissent voyager sans être mis en quarantaine, et de façon à ce que cela décourage les voyages vers le Japon. Ah oui, donc on verrait un monde, une sorte de monde coupé en deux. En deux ou en trois, Oui. On ne sait pas, c'est une totale inconnue. Oui, ça prouve d'ailleurs, encore une fois, ce que j'ai toujours dit, à savoir que il ne peut pas y avoir de complot mondial, en ce sens que plein de paramètres restent non maîtrisables. Tout à fait. Alors après, évidemment, il y aura très certainement un vaccin. Le problème, c'est quand va-t-il arriver? Et est-ce que les dégâts ne seront pas déjà suffisants pour avoir explosé toute la structure? C'est ça la vraie question. La question est d'autant plus pertinente que d'après les experts britanniques, une fois le premier pic épidémique passé, un deuxième pourrait survenir à l'automne, bien plus grave que le premier. Cette fois, les hôpitaux seraient totalement débordés et les morts se chiffreraient en centaines de milliers. Il est donc urgent de résoudre la crise. Si on arrive à résoudre la crise du virus suffisamment rapidement, peut-être que le système pourra s'en remettre. Mais si cela met du temps et que suffisamment de tissu économique est endommagé, on est en terra incognita. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. Hein. Qui en 1927 aurait prévu l'état de l'Allemagne en 1937 et qui en 1937 aurait prévu l'état de l'Allemagne en 1947. Ouais. Je veux dire, nous sommes toujours nous sommes au seuil d'une inconnue, et même si cette crise de toute façon a été surmontée, on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'une autre crise après survienne et que de crise en crise, il y ait la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Je rebondirai là-dessus en disant que il est certain qu'il y aura d'autres crises, qu'il y aura d'autres causes. Des crises économiques, évidemment, il y en aura d'autres, mais quoi qu'il arrive avec cette crise du coronavirus, ce n'est certainement pas la dernière attaque sur le système. Donc si celui-ci se remet du coronavirus, il sera quand même soumis à d'autres événements inconnus. Et c'est sa fragilité qui est déjà en train d'être démontrée maintenant. On a vu que la logique supranationale vole en éclats
au moindre soupçon de panique. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire de parallèle, par exemple, avec l'épidémie, soit de grippe espagnole en 1919, bien que c'était bon, une sortie de guerre, mais surtout l'épidémie de peste qu'il y a eu au Moyen-Âge. Exactement, c'est ça. Là, nous arrivons à une contradiction suprême entre l'idéologie moderne et, comme tu le dis si bien, les structures naturelles. Les structures naturelles, elles, sont pérennes, même si elles restent cachées parce que aujourd'hui déconsidérées, on en revient aux fondamentaux lorsque l'épreuve arrive. Et l'épreuve arrivera un jour ou l'autre. C'est ça. On peut considérer que les structures pérennes, naturelles, sont masquées par ce monde artificiel fait de technologie, de production, mais qu'il suffit que ça s'effondre pour une raison X ou Y, qui n'est pas forcément une raison économique au départ, Oui. et le mondialisme à ce moment-là vole en éclats et on revient à une société beaucoup plus traditionnelle faite d'États-nations. Exactement. Le monde ne vit pas que d'utilitarisme économique. Il est amusant que nous le disions ça au Royaume-Uni qui a inventé l'utilitarisme économique. Et, il était également amusant de voir que les Anglais ont la fibre beaucoup plus patriote, et s'avouent beaucoup plus patriote que les Français, par exemple. On est là sur une contradiction. Et aujourd'hui, clairement, l'idéologie dominante, c'est l'utilitarisme économique combiné au libéralisme politique. Et tout cela peut être remis en cause très vite. Exactement. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, quoi qu'il arrive. Même si les événements ne sont pas entre nos mains, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui pouvons provoquer ces crises, mais on pourra les exploiter. Oui, oui. Et tout simplement, nous ne sommes que des rouages. Les structures naturelles sont là parce qu'elles sont naturelles. C'est leur force, elles ne disparaissent pas comme ça. On ne les a pas effacées d'un trait. Et donc elles sont prêtes à ressurgir. Exactement. Eh bien Pierre, je te remercie et nous verrons bien ce qu'il en adviendra. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Merci.